Salut à tous, c'est Amine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Aujourd'hui, si je suis de retour à la présentation, ce n'est pas pour parler du All-Star Game, mais nous allons profiter du break pour aborder un sujet qui peut déchaîner les passions. Encore plus cette année où il est plus qu'autorisé, il est recommandé d'être franchouillard sur le sujet. Vous l'aurez deviné, nous allons faire un point sur cette classe de rookies de cette année. Et avec moi aujourd'hui pour en parler, il y a Madiane. Madiane, comment tu vas? Eh ben, ça va fort bien, comme dit All-Star Weekend, donc on peut enregistrer le dimanche matin, il y a pas de problème. Pour dire un petit peu ce qu'on s'est dit un petit peu en off, aucun de nous n'a regardé la soirée d'hier, donc voilà, on est assez frais normalement. Et pour un épisode rookie, évidemment, aujourd'hui, on a Constant. Constant, comment ça va? Ça va, oui, bah, effectivement. Même moi qui d'habitude regarde les concours, j'aime bien regarder les concours, j'ai pas regardé. C'est vous dire à quel point l'intérêt du All-Star Game est important. Et puis quand on voit que les joueurs, notamment Anthony Edwards, pour ne citer que lui, dit oui, je vais jouer le All-Star Game main gauche, ça montre le niveau d'investissement des joueurs. Donc voilà, c'est pas le premier d'ailleurs, hein, petit trivia, c'est pas le premier à avoir joué main gauche. Alors il y a Larry Bird qui a fait le concours à 3 points, non, Larry Bird, c'était en match NBA contre Portland avant Ouais, de jouer les Lakers, il match shootait main NBA. gauche. Il shootait main Larry gauche. Bird n'a pas enlevé sa veste. Voilà, Larry Bird n'a pas enlevé. Voilà, je confonds deux anecdotes. En même temps, Larry Bird, il en est tellement. C'est Non, Larry Bird, hein? Voilà, c'est les Pistons de 2006 quand ils font 65 victoires sous Flip Sanders. Ils ont 4 All-Stars et il me semble que c'est Rachid Wallace qui s'amusait à tirer main gauche pendant le match. Voilà. Ouais, il avait fait n'importe quoi. Il y a eu aussi un moment où les Pistons, c'était marrant, quand ils étaient là, tous les quatre avaient décidé qu'ils joueraient de la défense à fond. C'était très fun. Un passage bien marrant à regarder. Mm. Oui, donc un épisode où on commence tout de suite par parler beaucoup et parler mal du All-Star Game, ce qui ne va pas plaire à notre boss Ben, quand il s'occupera de voir cet épisode. Dans cet épisode, donc, comme je l'ai dit, on va d'abord faire un point sur la course au rookie de l'année, avant d'évoquer les bonnes surprises, les cas particuliers et nos chouchous de la QV. On vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité sur les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les réseaux. On se retrouve juste après la petite pause protocolaire. Alors, j'ai envie d'aller tout de suite à l'essentiel, les gars, en vous demandant quel est un peu votre podium de cette cuvée de rookie, puisqu'il risque d'y avoir assez peu de suspense. Donc, on va commencer tout de suite par ça et on va évacuer certains sujets évidents. Commence par le troisième. On commence par le troisième. Allez, Pas de débat. Il y en a En plus trop troisième, là. on a Miller, hein. Oui, Oui. non, Brandon Miller en troisième, qui nous fait un très bon mois de janvier, février. Il attaque bien 2024. Globalement, j'ai l'impression qu'il commence à se faire au jeu NBA, qu'il est un peu plus sérieux aussi défensivement. Je le trouvais bon sur l'homme en défense et maintenant je vois qu'il progresse dans ce compartiment, qu'il s'ajuste plus et c'est bien parce que défensivement aussi, il faut pas que ce soit un poids pour son équipe. Et puis offensivement, ouais, il a l'air d'avoir trouvé ses zones et sa façon de scorer. Donc très bonne surprise finalement de le voir aussi bien performer depuis le début d'année. Oui, bah Constant. après. Non, mais moi j'ai Miller en 3. On en parlera peut-être après un peu plus dans le détail de Brandon Miller. Mais quand on avait fait le 4 quarts, j'avais dit ne sous-estimez pas la bonne saison de Brandon Miller, je me rappelle. Quand on avait fait la FAQ de Noël, on avait parlé un peu de Rami Raquez et de Brandon Miller. Non, c'était une des questions de la FAQ, il me semble. Ouais, c'est C'était ça. Quentin Spots of the Year qui avait parlé de Brandon Miller. Et je me souviens, j'étais frustré parce que j'avais pas pu parler de Brandon Miller. C'est moi qui Mais en avais non, pas. ouais, mais du coup, non, moi je l'ai en troisième. Ah, et puis après, bon, le top 2, il est évident, bien sûr, tout le monde l'a dans le bon ordre en plus. Ouais, tout Oui, à fait, inconstant. Ouais, je moi vais. j'ai Chet Holmgren en 2 et j'ai Victor Wembanyama en 1. Ah, Vous avez été un peu vite. Je voulais juste revenir vite fait sur Miller aussi. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis surpris positivement depuis le début de la saison sur sa défense. C'était pas forcément l'aspect sur lequel on l'avait drafté. Donc, bon défenseur. Offensivement, tout de suite, ça rentre assez vite. Très bon shooter. On voit vraiment beaucoup de qualité à ce joueur. La seule question, c'est de savoir quel est le plafond. Il y a beaucoup qui le comparent, par exemple, à Paul George.
Mais si c'est Chris Middleton, si c'est Danny Granger, ça sera déjà très bien. Et parce qu'il y a, on va peut-être se poser un peu plus la question, on sous-estime peut-être le handle de Paul George. Et on n'est pas encore à ce Oui. niveau-là sur Brandon Ah Miller. non. Et on n'est pas sûr d'atteindre ce niveau-là pour Brandon Miller. Donc, s'il atteint un niveau équivalent à un Chris Middleton, par exemple, ça serait déjà vraiment, vraiment bien. Et oui, pour la suite, je pense que du coup, si Constant a ce top 2-là, je pense qu'on est tous d'accord sur le top 2 avec Chet en 2 et Wembanyama en 1. Madiane. Bah oui, disons que les courbes se sont croisées. Les courbes se sont croisées déjà parce que effectivement, bah, Victor bah, joue de mieux en mieux et on abordera son cas plus spécifiquement. Et aussi, bah, Chet, malheureusement, c'est ce qu'on se disait en off, c'est que l'un des mauvais aspects du fait qu'il a été très vite responsabilisé dans un collectif qui essaye de gagner beaucoup de matchs, qui a besoin de ses victoires. Donc du coup, forcément, tu as moins d'occasions de te reposer. Il y a pas de load management sur lui, comme il peut y en avoir chez d'autres. Et bah forcément, là, on a un vrai rookie wall, je trouve. On dit souvent, ah, le rookie wall, il existe de moins en moins, etc. Si, il existe, si tu joues tous les matchs, il y a un moment, tu vas taper dans tes réserves. Et je pense que là, pour Chet, ce qui est logique, c'est première saison, retour de blessure. Il n'a pas joué toute la saison dernière. Bah ouais, forcément, là, on a un vrai rookie wall. Mais c'est logique, vu le niveau de responsabilité qu'il a au KC, c'est quand même lui qui en grande partie, fait en sorte que ce soit une excellente défense. Donc oui, pour moi, c'était logique qu'à un moment, ça allait tousser. Donc des débuts excellents, ça ne baisse pas sa valeur, mais forcément, il y aura des moments un peu plus bas et on est en plein dedans et ça reste quand même très décent. Pour des moments bas, il y a beaucoup de joueurs qui rêveraient de bas aussi haut. Constant, pour te relancer, je vais te poser une question un petit peu provocatrice, qui, je pense, on sera d'accord sur la réponse en vérité, mais si Chet avait joué l'année dernière et du coup avait été dans sa classe de rookie, Oui, clairement, il aurait été rookie de est-ce l'année, oui. on est d'accord? Oui, On est oui, d'accord. il aurait Pourtant été. Banchero fait une très belle saison l'année dernière, mais il serait quand même le rookie de l'année. Oui, c'est parce que c'est déjà Chet a les pourcentages, il a l'efficacité. Alors je sais que ça peut, déplaire à certains quand on parle du rookie de l'année de parler de l'efficacité. C'était notamment l'un des points qui faisait que pour certains, Jalen Williams aurait dû être rookie de l'année devant Paolo Banchero, qui était un point que je partageais pas. Mais c'est surtout ce qui fait la différence, ce qui aurait fait la différence l'an dernier entre, Paolo Banchero et Chet Holmgren, c'est l'aspect défensif. C'est que vraiment Bien sûr. on a un moteur défensif, on a le point d'ancrage défensif de cette équipe d'OKC, ce qui n'est pas le cas par exemple de Paolo Banchero. Donc effectivement, en attaque, tu as un joueur un peu plus frustre, un peu plus, allez, un peu moins impliqué dans le collectif, même si voilà, on est sur un joueur à 16 points en 55, 39, 77 pour un rookie, c'est quand même très intéressant. Donc après, c'est sûr que c'est difficile de pas le voir potentiellement comme le meilleur joueur de la QV de la draft 2022. On salue les fans du Magic, mais ça peut l'être. Peut-être que ce sera Jalen Williams, peut-être que ce sera Jordan Envy. La draft est encore relativement, enfin même très fraîche, donc ça peut encore beaucoup évoluer. Mais effectivement, c'est difficile d'être. Enfin, on va dire que tout le malheur entre guillemets de Chet Holmgren, c'est de s'être blessé et d'arriver en même temps, enfin de faire sa saison rookie en même temps qu'un joueur qui a quasiment le même profil, mais qui, contrairement à Chet, est un extraterrestre. Voilà. Oui et puis, comment dire? Il y a une forme de destin croisé entre les 2. Ils s'étaient déjà affrontés, lors des championnats du monde, si je me souviens bien, et on avait Mm. vu ce qui s'était passé à l'époque avec, une perf globale des États-Unis supérieure avec un très bon Chet, mais Victor qui avait marqué les esprits, je me Bah, rappelle en c'était en Kenneth finale. Lofton, Ouais, le MVP des effectivement, États-Unis en le finale, MVP, c'est Kenneth c'est vrai. Lofton. Mais n'oubliez pas que Chet Holmgren avait été élu MVP de la compétition quand même, hein, il me semble Mmh. que c'est la Coupe du monde U20. Mais oui, mais toujours est-il. Mais de toute façon, les deux, un peu, de manière un peu facile parfois par les médias américains, mais les deux sont très liés de toute façon. Et je Mmh. pense que même s'il y en aura un qui sera DH20 et l'autre qui sera peut-être jamais, les deux seront toujours très liés dans leur destin. Ouais, bah, parlons justement de Victor, hein, à un moment donné, il faut l'évoquer.
Il y a quelques semaines, en off d'un enregistrement, je crois que tu étais là, Madiane, j'étais réfractaire à discuter de Wembanyama, dans une éventuelle discussion des H20 et puis j'ai revu mon jugement depuis et je me dis que quand même, je dis pas qu'il est des H20 mais dans la discussion, en vérité, c'est évident. Il serait dans une bonne équipe, il serait, clairement dans la discussion. Donc Madiane, qu'est-ce que tu penses de cette saison de Victor? Ben, c'est de mieux en mieux et ça fait plaisir à voir. Oui, globalement, là, la question qui se pose pour Wembanyama, c'est bah, qu'est-ce que ça donnerait avec un collectif un peu cohérent et une équipe qui essaye pas qui n'a pas construit l'effectif afin de perdre à tout prix. Clairement, c'est impressionnant des deux côtés du terrain. Bon, en défense, c'était logique. Et offensivement, pareil, il s'adapte, c'est-à-dire qu'il tire moins de 3 points. Il sait utiliser du coup beaucoup plus ses skills pour trouver la faille. En transition, ben, c'est aberrant. C'est aberrant et non, c'est très satisfaisant. Maintenant, dans tout ça, la question, c'est comment est-ce que tu fais autour de lui? Comment tu construis un effectif cohérent? Mais quand on regarde les statistiques au vu de ses minutes, au vu de ce qu'il fait, c'est générationnel en termes de saison rookie. Il faut aussi le dire, c'est-à-dire que Chet n'est pas parce qu'en fait aussi il tape l'une des rares années où il peut pas être mais en fait dans beaucoup d'années NBA, la saison de Chet aurait suffi, mais là ce qu'est en train de nous faire Victor Wembanyama est générationnel. Et quand on regarde par exemple, c'est des petits indices, mais sa perf avec le triple-double, avec les comptes, je sais, Constant, que tu vas nous C'est faire pas une un remarque triple double, là-dessus. hein. Désolé, hein. Voilà. Mais du coup, si on regarde cette performance-là et qu'on regarde les noms qui y sont associés, c'est n'importe quoi. On parle David Robinson. Enfin, ça date d'il y a très longtemps. Quand on regarde aussi, du coup, par exemple, le nombre de contres qu'il a sur l'année, c'est au-dessus de saisons de défenseur de l'année, de bonnes saisons de défenseur de l'année au poste de pivot. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour moi, il suffira que la défense des Spurs soit juste bonne. Si la défense des Spurs passe top 5 NBA un jour et que Victor est là, il chopera, à mon avis, un titre de défenseur de l'année assez aisément. Donc voilà, ce que fait Victor, c'est générationnel. C'est ce qu'on attendait finalement de lui et franchement, tenir les, les attentes qu'il peut y avoir autour de soi, c'est quand même grand chapeau à lui. Ouais, ce qui est frappant aussi, c'est que tu l'as dit un petit peu, il est dans un collectif où il n'est pas, spécialement mis en valeur finalement. On pourrait optimiser encore plus en tout cas, les talents de Wemby. Je vois que tu dodelines, Constant, mais par exemple, je dis juste ça comme un exemple, abuser des passes lobées, ça serait peut-être pas mal aussi pour Wembanyama, abuser encore plus parce que c'est presque inarrêtable finalement et du coup, je trouve que ce soit pour Wembanyama ou pour Chet, ce qui est assez fou finalement, c'est qu'il y a encore de la marge de progression et ça se voit. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début du processus, c'est déjà des joueurs importants de la NBA alors qu'on est qu'au début finalement du processus. Constant, qu'est-ce que tu as à dire sur Wembanyama? Je t'ai vu plusieurs fois être pas tout à fait d'accord avec nous. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a plusieurs trucs en fait. C'est que mettre Victor dans des considérations des H20, pour moi c'est non, hein. Je le dis direct, pour moi c'est non. C'est-à-dire que si on n'a pas mis, je vais prendre un exemple tout simple, même si je pense que le joueur est quand même meilleur. Je pense que Victor est quand même meilleur que le joueur en l'état. Mais si l'an dernier on n'a pas mis Jaren Jackson Jr. dans un DH20, on ne met pas Victor Wembanyama cette année. Même si individuellement, sur la capacité à se créer son propre tir, la capacité, c'est un bien meilleur joueur offensif que ne l'était Jaren Jackson Jr. l'an dernier, qui était plus un shooter, par exemple, en bout de chaîne que Victor, qui va aller prendre des pull-ups, etc. Et pour moi,
plus le bilan, même si on sait que voilà, le bilan, c'est pas toujours ce qu'on prend en compte. Vous regardez le DH20 de l'an dernier, il n'y a pas un joueur qui n'a pas fait les playoffs l'an dernier. Si, il y a Damien Lillard dans le DH20 qui n'avait pas fait les playoffs. C'est le seul, sinon. Et Damien Lillard qui sortait d'une saison où il était quasiment dans le top 5 du MVP. Mais après, concernant Victor, je trouve que, voilà, on va pas se mentir, on en avait parlé, j'en avais un tout petit peu parlé quand on avait fait l'épisode sur les Pistons au moment où ils étaient à leur 33e défaite consécutive et sur les Spurs au moment où ils étaient sur leur 13e ou 14e défaite de suite. Ça aide d'avoir Trey Jones en titulaire quand tu enlèves Jeremy Sohan en meneur et que tu remets Trey Jones titulaire. Ce qu'ont fait les Spurs depuis le passage à l'année 2024, en gros, c'est le moment où ils se sont dit « Ah, faut peut-être quand même qu'on fasse les choses bien où Victor s'est remis à briller. Plus, ça, faut quand même le mentionner, les restrictions de minutes qu'il a eues pendant tout le mois de janvier. Ce qui est... Et en fait, c'est quelque chose où il a eu moins à se fatiguer. On l'a vu sur les quelques matchs juste avant le break où il est reparti au niveau de la trentaine de minutes au lieu d'être aux alentours des 24-25. Tu sens que c'est un peu plus dur de traîner la carcasse sur 30 minutes que de la traîner sur 25. Ce qui n'enlève en rien les performances de Victor qui sont sensationnelles. Je ne sais pas s'il prend moins de 3 points parce que, en gros, depuis ces restrictions de minutes, un tir sur 3 de Victor est un tir à 3 points. La différence, c'est qu'il les met, puisqu'il est à 36% depuis la restriction de minutes. C'est surtout, oui, il y a des séquences de domination. Je dis ça en rigolant, mais le triple-double face aux Raptors, c'est juste parce que le dernier, c'est une reprise de dribble, parce que Grady Dick fait un airball sur son tir. Donc, il n'aurait pas dû être comptabilisé. Mais ça, c'est mon petit côté tatillon, on va dire. Mais non, mais il fait des performances exceptionnelles. On n'en parle pas trop parce que voilà, il y a les flashs au dribble, il y a des grosses actions contre, mais il y a quand même un petit peu de playmaking. Alors, il y a beaucoup de déchets en termes de turnover, c'est-à-dire que son ratio assist-turnover, il perd plus de ballons que ce qu'il ne réalise de passes décisives. Donc ça, c'est un truc qui va naturellement se corriger au fur et à mesure des années. On n'allait pas demander non plus à Victor, avec tout ce qu'il est capable de faire, d'être en plus de ça propre au niveau des pertes de balles. Il y a une dissuasion terrible près du cercle, c'est-à-dire que vous prenez les on-off au niveau de la fréquence de tir adverse près du cercle, c'est-à-dire combien le pourcentage de tirs tentés par l'adversaire près du cercle quand Victor est sur le parquet et le pourcentage de tirs tentés par l'équipe adverse près du cercle quand Victor n'est pas sur le parquet. C'est en gros, vous prenez ce différentiel-là et les 96e percentiles les 96e centiles de la ligue. C'est-à-dire qu'il est déjà parmi les plus grandes forces de dissuasion de toute la NBA. Alors après, en termes d'efficacité, on n'est pas encore tout à fait, en termes de pourcentage de réussite adverse près du cercle, on n'est pas encore tout à fait dans le Rudy Gobert, on n'est pas encore tout à fait dans le Anthony Davis, dans ce joueur-là. Mais en termes de dissuasion, par contre, il est déjà dans ce registre-là. Il y a peu de joueurs qui viennent le tester et c'est de plus en plus évident au fur et à mesure de la saison, quand bien même il joue de moins en moins avec Zach Collins. C'est-à-dire que les mecs ont de plus en plus peur de driver sur Victor Wembanyama, quand bien même c'est quasiment le seul intérieur sur le parquet. Donc oui, offensivement, il y a énormément de bonnes choses. Le tir commence un petit peu à marcher. Puis voilà, j'ai quelques réserves entre guillemets sur le fait que effectivement, ses coéquipiers ne sont pas du calibre d'un Chet Holmgren, mais est-ce que ça, entre guillemets, le fait d'avoir, je sais pas combien il me semble qu'il a 35% d'usage, enfin, il a un usage de superstar déjà. Est-ce que ça l'aide pas quand même à se mettre un petit peu en valeur? Il est exceptionnel, hein, attention, mais il a quand même énormément de ballons. Je suis pas d'accord, par exemple, avec ceux qui disent qu'il pourrait être mieux optimisé sur certaines séquences, mais je trouve qu'il est déjà à un usage de superstar et en fait, c'est un truc, il a 30% d'usage. Il est dans le 97e centile de la ligue. 30% d'usage, c'est All-NBA, hein, pour vous dire. Jokic est à 31, Giannis est à 33. Donc, c'est juste sur le fait que je peux lire certaines fois en disant oui, il pourrait plus le servir. Il a déjà un usage de superstar. Je pense qu'il pourrait être mieux optimisé que plus mieux servi. Oui, Vas-y. Non, vas-y. Non, mais justement, c'est la qualité et les conditions dans lesquelles il est servi qui pourraient être améliorées, mais on peut pas lui donner plus de ballons. Enfin, ce serait indécent de l'utiliser plus. Donc oui, c'est ça, c'est les conditions dans lesquelles il reçoit le ballon qui doivent être optimisées. J'ajoute la remarque parce que tu l'as mentionné, il ne joue plus avec notre ami Collins. Et ça aussi, le fait de l'avoir repositionné au poste de pivot, mine de rien,
Je pense que ça n'a pas rien à voir avec son amélioration. Ça fait un peu plus d'espace, c'est plus simple pour lui. Et je pense que ça l'aide énormément. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en début de saison, il faisait des stats, mais on ne sentait pas l'impact sur une amélioration de la qualité du jeu des Spurs. Maintenant, on le sent, c'est-à-dire que quand il est sur les terrains, les Spurs sont une équipe plutôt OK. Et par contre, quand il sort, on voit une différence. Et ça, je ne l'avais pas forcément avant. Ou qu'il soit là ou pas là, il faisait ses stats, mais je ne sentais pas l'impact dans l'amélioration de l'équipe. Et là, par contre, je sens qu'effectivement, et ça se voit dans les stats, quand il n'est plus là, c'est moins bien. Et ça, c'est une amélioration aussi de ce début d'année 2024 où on a une version des Spurs meilleure quand il est sur le parquet, alors qu'avant, ça ne se voyait pas forcément. Oui, vous avez quasiment tout dit sur Victor, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense que sur l'amélioration justement des Spurs quand il est sur le parquet, c'est peut-être pas mal lié à ce qu'a dit Constance sur la dissuasion qui a vachement augmenté ces derniers temps et il est beaucoup plus dissuasif et les gens hésitent beaucoup plus justement à y aller donc ça ajoute de la qualité justement pour les Spurs lorsqu'il est sur le terrain. Son repositionnement poste de pivot, je l'avais noté également, ça lui a fait du bien à lui, ça a fait du bien aux Spurs. Et bien sûr, évidemment, le fait de mettre Trent Jones en meneur, mais moi, je disais plus que pour être, encore une fois d'accord avec vous, c'est plus la qualité de ce qui l'entoure que la façon dont il est mis en avant. Évidemment, il est extrêmement mis en avant, mais la qualité, je pense qu'on est, avec, Victor, comme on l'est avec Chet, mais qui tombe tout de suite dans un bon environnement, ce qui donc, est positif pour lui. On est avec Victor sur quelqu'un qu'il faut vite entourer de manière intelligente parce qu'il y a pas de temps à perdre. C'est déjà un très bon joueur de la NBA. Et quand je disais discussion DH20, c'était plus dans la discussion. C'était pas pour le mettre tout de suite Oui. DH20, Constant. C'était dans Non, les mais 25-30. Il n'y a aucune honte à mettre dans les 25-30 qui sont dans la discussion Victor Wembanyama aujourd'hui. Ah, C'était plus ah ça. oui, bien sûr, mais si on prend les critères de toute façon du DH20, les critères, on va dire, on a quelques critères communs. En tout cas, on a des atouts qu'on privilégie, enfin qu'on met tous un peu en avant chez Doug Kebdo, à savoir la capacité de protéger le cercle et d'être un moteur offensif en attaque. Donc oui, il est dans la discussion, hein. Ben a le même raisonnement que toi pour les écouteurs de Doug Kebdo. Je dis pas, attention, hein, qu'il est 75. Hein. Je dis juste que quand je fais mon DH20, ma shortlist, elle s'arrête à 25. Elle dépassera, allez, 30 les grandes années. Mais elle dépasse rarement 30-35, là où il serait peut-être. Mais je suis pas surpris, par exemple, pour conclure sur Victor, en tout cas moi de mon côté sur Victor, hormis si vous avez d'autres trucs à dire, je suis pas surpris que quand on fera le DH20 2025, il y sera. Je mets même une piécette sur le fait que DH20 2025, il sera dedans. Surtout qu'il va vite arrêter de jouer et qu'on va vite un peu oublier Victor, je pense. Donc ça risque de jouer effectivement. On va passer à la suite parce qu'on a déjà beaucoup parlé sur le top 3 et il est temps d'évoquer un petit peu le reste de la QV. Ce top 3, justement, il me fait faire une transition à travers une réflexion que je me suis faite. On est sur 3 joueurs bons défense sur notre top 3, 2 exceptionnels en défense et le troisième qui est un bon joueur en défense. Et on est sur une QV où il y a de la qualité en défense. C'est assez rare pour le souligner parce qu'en tant que rookie, c'est plus difficile justement d'être tout de suite impactant défensivement plutôt que d'être impactant offensivement et de se faire voir comme ça. On est sur une QV qui est plutôt pas mal. Avec pas mal de joueurs intéressants. Est-ce que justement, je vais vous laisser un petit peu plus la main libre. Est-ce que chacun, vous avez quelqu'un à citer dans la suite, avant d'évoquer vos chouchous, dans la suite qui serait à citer parmi les bons joueurs défensivement? Madiane, pour commencer. Je vais parler d'une évidence. En plus, c'est pas mal, c'est français. Bilal Koulibaly. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été grandement déçu par les guards formés en France. On a quand même eu pas mal, et du coup, les deux se sont fait couper récemment, Frank Ntilikina et Killian Hayes. Donc voilà, moi, j'avais cette crainte de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train encore de nous vendre un rookie qui va être OK défensivement, mais qui va être inexistant le reste du temps?
Et non, Bilal Koulibaly, défensivement, c'est ce qu'on attendait. C'est pas mal d'activités. C'est même visuellement très impressionnant et peut-être plus impressionnant visuellement qu'efficace, mais ça reste quand même très, très sérieux. Et sur un poste de guard, en plus, c'est rare. C'est quelque chose qu'on sait faire visiblement chez nous parce que je pense à Franck qui aussi défensivement n'a pas, c'est pas là où il m'a déçu. Donc oui, si je devais citer, avoir un guard dans cette cuvée-là, bon défensivement, c'est pas si commun. Et justement, moi je trouve que c'est plutôt le profil de la draft et le profil des joueurs qu'on a qui font que ils sont bons défensivement. Je pense pas que ce soit une tendance, c'est juste que typiquement, Chet, Wemby, de base, de toute façon, défensivement, c'est des forces de dissuasion. Et derrière, pareil, Miller, c'est grand, c'est costaud, forcément, enfin, ça laisse retranscrire. Donc, voilà. Lui, c'est un guard, donc c'est plutôt inattendu et je trouve ça très positif. Ouais, guard forward, hein. On est plus Ouais, proche la de taille, l'ailier que la du taille, guard, c'est hein. quand même un ailier. Ouais. Mais en fait, Ouais. enfin, Oui, mais il il est défend. sur les extérieurs. C'est ça. C'est ce qu'il Il défend, en défend fait, les qui détermine. extérieurs. Il y a une polyvalence défensive, mais on va dire que c'est plus un corps d'un ailier, même si finalement la taille, est pas non plus, enfin, c'est pas Brandon Miller au niveau de la taille. Il lui rend Mmh. quand même Ah non, quelques non, centimètres. c'est moins de 2 mètres. Il est Après, il à est à 1,98 1,80. d'après, Ouais, c'est la ça. CGT, donc et d'après la police, D'après, il est à 2,3, hein, donc on sait jamais, hein. Non, mais je l'ai pas vu en vrai, je peux pas te dire. voilà, mais en plus, les mesures, en NBA, on sait que, il y en a, ils sont mesurés, certaines années sans les chaussures, d'autres avec les chaussures. KD n'a jamais été un 7 footer, hein, donc voilà. À partir de là, on peut remettre en doute le système de mesuration. Non, non, après, défensivement, je suis obligé, ça prêche pour ma paroisse, mais en même temps, c'était une de ses qualités lorsqu'il a été drafté, monsieur Cason Wallace. Parce que, Madiane, tu parlais justement du fait que on avait des profils d'intérieur avec Chet, même si Chet, c'est la draft 2022, mais avec Wemby, avec des profils un peu plus déliés, quand on mentionnera les jumeaux Thompson dans quelques instants. Mais Oui, Cason Wallace, c'est un guard. C'est ouais, un guard en pur. plus qui est pas très grand, hein. Il fait allez, 1,90, mais 1,90, ouais. ouais, 1,90. Ce qui finalement, pour un meneur NBA, il y a de ça 15 ans, aurait été relativement grand. Ça l'aurait mis dans la tranche haute, on va dire, des meneurs. Là, ça le met plutôt dans la tranche basse quand tu fais 1,90, en tout cas au niveau des guards. Donc voilà, je trouve que il apporte quelque chose du côté d'OKC. Alors, il passe un peu sous les radars, on va dire, de ceux qui ne regardent pas tous les matchs d'OKC parce que statistiquement, il y a pas un impact colossal. C'est juste, un des meilleurs, par contre, tireurs à 3 points dans le corner. Donc ça, c'est son côté un petit peu PJ Tucker. Mais défensivement, on est sur quelqu'un de très intéressant qui est capable de rentrer dans le 5 majeur lorsqu'il y a des absents du côté d'OKC. Les rares fois où il y a des absents du côté d'OKC, il y a vraiment des choses très intéressantes. Un peu parfois quelques rookie mistakes, notamment sur la gestion des fautes, sur les faits de mordre à certaines feintes des attaquants, là où il peut encore progresser. Mais je trouve que off-ball, notamment sur les interceptions, il y a une vraie activité. Et on-ball, il y a des choses, très intéressantes, même si voilà, il n'est pas non plus, c'est pas un défenseur d'élite, en tout cas pour l'instant. Je trouve que voilà, c'est un bon défenseur collectif qui individuellement, montre de belles choses pour un joueur de première année. Donc voilà, c'est pas non plus, on n'est pas sur, j'ai vu les comparaisons d'Eric White, voilà, c'est le joueur qu'on aimerait qu'il devienne. Un peu Mmh. ce profil-là, je dis pas all-star, hein, mais un peu plug and play, joueur qui peut un peu tout faire défensivement, offensivement. Mais c'est très intéressant en tout cas ce qu'il montre pour l'instant du côté Et d'OKC. et c'est pratique pour OKC. C'est Mmh, mine de rien, il y a un fit. Tu avais pas besoin d'avoir un fort guard, tu avais besoin de mmh. ça. C'est-à-dire un mec qui est capable de faire toutes les petites choses un peu utiles défensivement, qui a un shoot décent et qui peut bosser off-ball. Et franchement, ça, par contre, niveau adaptation à l'équipe, tu pouvais pas rêver mieux, clairement. Ouais, même au Mo niveau de la mentalité, comme ça pourra peut-être parler, faire transition potentiellement sur d'autres rookies. Mais je trouve que, ce qui est bien avec, certains rookies de cette année, on va dire, c'est qu'ils ont un mindset que je trouve très positif. On a parlé par exemple de Brandon Miller qui, je trouve, j'en ai parlé dans l'épisode sur la trade deadline, est peut-être le seul qui essaye d'influer quelque chose du côté des Hornets, et Cason Wallace. Tu pourrais te dire: «Bah, je suis drafté, 10e».
ça pourrait être un peu frustrant, on va dire, pas de faire les poubelles, mais de pas être un ball dominant et d'avoir très peu de situations pour se développer. Bah non, il accepte son rôle, il l'accepte pleinement et je trouve que pour juger aussi de la réussite d'un rookie, il faut bien prendre en considération la mentalité du rookie et je trouve qu'on a pas mal de rookies qui acceptent et qui ont très facilement accepté leur rôle cette année. Ouais, je vais revenir un petit peu sur les 2 joueurs que vous avez cités rapidement. Kayson, oui, comme tu l'as dit, Constant, c'est un peu plus sous les radars et pourtant, finalement, c'est un joueur qui joue énormément. Il Mmh. joue moins de minutes que certains, mais c'est un joueur qui est là tous les soirs, finalement et qui fait le job d'un vétéran, j'ai envie de dire. C'est presque ça qui est le plus impressionnant avec Kayson. Pour ce qui est de Bilal, le truc positif que tu as peut-être pas dit, Madiane, c'est qu'il est moins négatif en attaque que ce qu'on pouvait attendre aussi. Ouais, Dans une équipe de Washington, qui fait très peur, c'est vraiment le côté positif, c'est-à-dire qu'on voit le défenseur de talent et qui n'hésite pas à prendre en plus, les match-up, difficiles, quand Doncic est en ville, c'est Bilal qui est sur lui Mmh. et à côté, offensivement, ça laisse entrevoir si la progression continue, un joueur qui sera peut-être positif en attaque aussi et du coup, un bon avenir pour lui également. c'est ce qui faisait peur, finalement quand on le voyait arriver, c'est qu'on doutait pas de ses capacités défensives, mais c'est pour ça que le comparatif avec Franck, me paraissait pertinent. C'est que justement, ce qui fait qu'il va pouvoir avoir sa place, être développé et cetera en NBA, c'est pas sa capacité défensive, c'est juste qu'il faut que positivement il soit utile à l'équipe et ça a l'air d'être le cas donc on espère qu'il pourra se développer. Moi, la Et ça crainte nous que offre une j'avais sur tro ouais, non, bon, vas-y. j'ai gâché la transition, excusez-moi. Non, mais rapidement, justement rapidement sur ça, c'est que moi la crainte que j'avais vis-à-vis de Bilal Coulibaly, c'était que ce soit un Isaac Okoro bis. C'est-à-dire que si vous regardiez, Bilal, du côté des Mets, il avait à peu près la même utilisation que Isaac Okoro sur demi-terrain. C'était ça qui était inquiétant et il rentre un peu plus du côté enfin il est un peu plus présent dans le jeu collectif des Wizards et même c'est un joueur qui a pas peur. Au niveau de la mentalité, voilà, c'est pas Ousmane Dieng, c'est un joueur qui Mmh. prend ses responsabilités, qui a pas peur de Pas prendre ses timide. shoots. Non, pas timide et c'est bien d'être égoïste dans la NBA, Mmh. même si c'est pas forcément ce à quoi tu es formé, c'est bien d'être égoïste en NBA et les Wizards, bah, potentiellement là avec le bon développement de Deni Avdija, ils peuvent avoir une paire d'ailiers avec Koulibaly, Deni Avdija qui peut être, intéressante en tout cas, qui peut être, une satisfaction de leur saison qui est quand même pas simple. Oui, bah, tu m'as pas gâché la transition puisque tu as évoqué, Isaac Okoro et ça me permet de parler tout de suite de quelqu'un dont on a un peu plus peur que ça devienne Isaac Okoro, même si OK, Okoro, est un joueur NBA, intéressant tout de même et tout. Néanmoins, Ozar Thompson, pour le citer justement, est peut-être l'un des plus impressionnants en défense, si on enlève les deux monstres, qui sont tout en haut. Mais, on a quand même peur de son utilisation en attaque qui pour l'instant est, disons-le, très compliqué, voire, Anecdotique. catastrophique, voilà et qui pose problème. C'est-à-dire que tu attaques à 4 quand tu as Ozar sur le terrain et même si ça venait à s'améliorer, on imagine que ça aurait du mal à dépasser finalement, un peu un Isaac Okoro qui peut sanctionner à 3 points quand besoin. Pour l'instant, c'est pas le cas d'Ozar, mais qui pourrait le faire, mais qui, à partir du moment où il n'est pas respecté, posera tout de même toujours des problèmes. Donc on espère peut-être que ce sera mieux, mais défensivement, on est sur un joueur extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Ozar? Oui, on Ah est oui, sur non un mais joueur ose très vas-y. polyvalent, bah, la longueur, hein. La longueur, ça aide bien et puis surtout le moteur, c'est-à-dire que défensivement, il a un moteur quand même qui est assez exceptionnel. Donc voilà, ça fait on en avait parlé en début de saison, bah, on en avait parlé, il me semble, quand on avait fait le podcast sur les Pistons. Après, voilà, je trouve que défensivement, il est très bon, mais c'est ce que j'avais évoqué déjà quand on avait évoqué le cas Ozar, c'est que, offensivement, c'est tellement frustre que pour moi, tout aussi bon défensivement qu'il peut être, si offensivement ça reste à ce niveau, on tiendra toujours plus du joueur gadget que du vrai joueur NBA. J'aime bien citer Jared Vanderbilt en joueur gadget, je trouve. Parce que Isaac Okoro, en attaque, c'est un joueur qui cette année me semble est à 38-39% à 3 points. C'est-à-dire que oui, c'est un shooter de bout de chaîne. Bien sûr, c'est un shooter qui prend 100% de ses tirs à 3 points ouverts, mais c'est au moins un shooter.
qui est capable de sanctionner. Alors que Ozar, c'est même pas, enfin, on part de beaucoup plus loin que ce qui est parti Isaac Ah, Okoro offensivement. Donc je trouve que j'ai mes réserves. Il faut voir un petit peu comment il est utilisé en attaque. La Détroit l'utilise un peu, vu qu'ils ont un peu plus de spacing, il l'utilise un peu plus en tant que poseur d'écran. Il fait des pick and roll parfois avec Jaden Ivey et Ozar Thompson. C'est un truc notamment qu'il faut faire ou profiter des capacités athlétiques dingues d'Ozar Thompson pour justement être capable de punir sur du pick and roll comme si c'était un intérieur finalement, puisqu'il y a de la taille, puisqu'il y a de la longueur, puisqu'il y a des capacités athlétiques. C'est juste que voilà, défensivement, le profil est très très bon, mais il y a certaines limitations aussi sur le handle qui, moi, m'inquiètent un petit peu, qui était une des craintes aussi que je pouvais avoir au moment de sa draft comparé à son frère jumeau. Donc, doute sur le handle, doute sur le tir font que même si tu utilises comme un intérieur, entre guillemets, à savoir très peu de capacité, enfin, très peu de responsabilité balle en main, poseur d'écran, capacité à cut, et ben, je me dis que est-ce que ce sera vraiment suffisant pour en faire un joueur NBA valuable en attaque malgré une défense qui va être très bonne? J'attends vraiment de voir sur les semaines à venir, voire même l'année à venir du côté de Détroit. du coup, moi, je comprends les intérêts de Ozar Thompson, et effectivement, défensivement et le potentiel. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas s'illusionner sur le fait qu'il parte de beaucoup plus loin que Isaac Okoro. Isaac Okoro, cette année, il shoot à 39,3% à 3 points. Mais même en saison rookie, il shootait à 29% avec 3,2 tentatives. Que des tirs ouverts, certes, mais il y avait quand même une base. Il y avait quelque chose. On le critiquait déjà, mais il y avait un début de quelque chose. Ozar Thompson, 1,6 tentatives par match, donc c'est pas trop peu de tentatives pour avoir un effet statistique, mais c'est quand même 15,5%. On part de la stratosphère. On ne se crée pas un shoot entre 21 ans et 25 ans. La progression sur le shoot, si tu n'as pas déjà une base, quelque chose, un petit frémissement de base, ça aura jamais lieu. Donc moi, je comprends qu'il y ait du potentiel, etc. Mais moi, je pense qu'il part de trop loin pour devenir un jour à peu près utile offensivement en NBA. Je pense que ça restera un boulet à jamais s'il reste en NBA, mais là, ça part de tellement loin. Pas de handle. Enfin, il fera des petits points, il fera des petites choses utiles, oui, mais ça va rester un boulet en attaque et je pense pas. Okoro, ce serait, je pense, le summum qu'il pourrait atteindre, alors que déjà Okoro, on trouve que c'est limité. Donc, Ouais, le je meilleur n'ai pas scénario. beaucoup d'espoir. Le meilleur scénario, c'est Okoro, mais même là, j'y crois pas. Heu, Constant tout à l'heure a parlé de joueurs gadgets en citant Vanderbilt et en comparant avec Ozar. J'irai plus loin en disant que joueurs anachroniques. Parce que finalement, ces mecs, ils sont draftés dans les années 90. Je pense qu'ils ont une très belle carrière parce qu'on avait un peu plus l'habitude de pas toujours attaquer à 5 en NBA et que les spécialistes défensifs qui étaient très mauvais en attaque avaient des carrières. Il suffisait de progresser un petit peu au fur et à mesure et d'être, un peu utile comme l'était, un Anthony Mason par exemple, à son époque pour pouvoir rentrer, et devenir un grand joueur NBA. Effectivement, il y a des inquiétudes, même si ce qu'on a vu en défense, qu'on a vu aussi au rebond, Mmh. le travail au rebond de Zar Thompson est très impressionnant. Donc s'il y a une petite chance que, que le joueur devienne Isaac Okoro en attaque, ce sera un joueur plus intéressant qu'Isaac Okoro. C'est ça qu'il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'il a peut-être encore plus il t'apporte plus en défense que ce qu'apporte déjà Isaac Okoro, avec plus de longueur en plus et plus un potentiel physique plus important. Donc, laissons sa chance à Ozar et je vais vous lancer justement sur son jumeau, Amen, puisqu'on parle d'Ozar. Qu'est-ce que vous pensez d'Amen pour qui la saison est plus compliquée, mais qui peut s'expliquer aussi? Constant, qu'est-ce que tu penses d'Amen, que tu aimais beaucoup au moment de la draft, si je me rappelle? Ouais, disons que j'aimais bien, je préférais le profil que celui de son frère jumeau, par exemple. Même si c'était un profil qui était plus brut, il y avait quand même plus de qualité dans le futur, je trouvais, pour Amen que pour Rosa. Après, la saison, elle est en deux parties, on va dire, pour Amen. C'est-à-dire qu'il se blesse très tôt. Il loupe, il me semble, ses 3 semaines de compétition, voire même un mois et demi. Non, c'est un mois et demi, hein, parce qu'il doit jouer les 2 premières semaines de régulière et tu ne revois pas avant fin décembre. Donc c'est un mois et demi de compétition. Blessure à la cheville, il me semble. Et ensuite, bah, c'est tout le problème de Houston, c'est-à-dire que Houston est une équipe très moyenne.
qui commence à devenir une équipe médiocre avec un coach qui nous fait sa plus belle imitation de, je sais pas, de Larry Brown, je sais pas, de Tom Thibodeau aux grandes années des Bulls. C'est-à-dire que, bah ouais, quand ton backcourt il prend 38-40 minutes, enfin, quand ton backcourt titulaire prend 38-40 minutes par match tous les soirs, c'est difficile de voir les jeunes se développer, hein. Donc, Ime Udoka admet certaines de ses erreurs, notamment quand on parlera d'un autre rookie des Rockets où il commence à lui donner pas mal de temps de jeu. Mais là, on va dire que Amen profite de la blessure de Fred VanVleet pour être titulaire. Donc, il est titulaire sur les 5 derniers matchs où il joue 30 minutes de moyenne. Bah, on voit les qualités de Amen Thompson. Il y a des qualités de playmaking. Là aussi, il y a des qualités défensives. Sur la capacité à créer des turnovers pour l'équipe adverse, notamment via les interceptions, notamment via quelques contres aussi. Donc voilà, c'est intéressant. C'est pas forcément ce dont a besoin Houston. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire que défensivement, enfin offensivement, mais la manière dont il est défendu par les équipes adverses, bah effectivement, il y a de la rim pressure, il y a de la capacité à agresser le cercle, mais là aussi, il y a une absence totale de tir qui était même quand on regardait un petit peu d'Overtime Elite, il partait de plus loin au niveau du tir extérieur que son frère jumeau. Donc voilà, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu, mais il y a quand même beaucoup plus de responsabilités balle en main, il y a quand même beaucoup plus de capacité de création que je trouve plus intéressant malgré une activité défensive et une capacité défensive moins forte que son frère jumeau. Il sera moins élite, je pense, de ce côté-là du terrain, mais il sera moins négatif en attaque parce que plus de responsabilités, meilleur handle et des lectures que je trouve plus intéressantes que son frère. On va essayer d'avancer un peu plus vite, parce qu'on passe beaucoup de temps sur chaque rookie pour essayer de les évoquer tous. Vu qu'on est sur les Rockets, et que tu viens un peu de l'évoquer, on va parler de Cam Whitmore. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est plus récent justement, comme tu l'as dit, Udoka a fait son mea culpa entre guillemets en lui donnant plus de minutes et on voit à quel point il y a un potentiel quand même très, très fort, notamment en attaque là pour le coup, Cam Whitmore. Un trou noir, hein. Trou noir complet, hein. Trou noir complet. Est-ce que non mais attendez. Cam Whitmore, il a joué 476 minutes cette saison. Il a fait 13 passes décisives. 13 passes décisives en Ah oui, je 500 n'avais minutes. pas vu ça. C'est un trou noir complet. Par contre, en attaque, oui, bah, en attaque, il y a des choses intéressantes. Il profite aussi de la blessure de Tari Eason, puisque Tari Eason, il a un peu le syndrome Brandon Ingram de l'an dernier. Pour ceux qui ne savent pas, Brandon Ingram était blessé à l'orteil. Il avait loupé 2 mois et demi, hein. Pour un problème à l'orteil, bah, Tari Eason, ça fait 2 mois et demi qu'il n'est pas là non plus. Donc, Udoka a donné des minutes à Cam Whitmore et il les lui rend bien. Par contre, oui, machine de scoring, hein, effectivement. Faut pas lui demander grand-chose, hein. C'est-à-dire que défensivement, c'est pas très bon, playmaking, c'est pas très bon. Par contre, il prend la balle et il te met la balle dans le panier de manière assez efficace en plus Efficace, ouais. pour un C'est ça joueur qui rookie. est Mmh. Oui, parce que c'est pas non plus, voilà, on n'est pas sur, ce type de rookie très trou noir qui en plus est pas efficace. Il y a de l'efficacité près du cercle, il y a du volume à 3 points, ce qui est un truc qui manque un petit mmh. peu aux Rockets notamment et qui leur permet de leur débloquer quelques trucs en attaque, même si leur attaque reste pas folichonne. Donc voilà, il reste à voir comment ça va se développer. On savait qu'il avait chuté pour des raisons, autres que basketballistiques, on va dire, ou autres que purement basketballistiques, notamment lors des workouts et cetera et cetera. Un peu Donc médical aussi si je me trompe oui, pas. médical, mais on verra, ça, on verra comment ça va se passer dans le futur. Mais c'est surtout, des échos qu'on a pu avoir de certains insiders. On va dire que les workouts ne se sont pas toujours très bien passés. Mais Mmh. voilà, ils profitent du côté de ces Rockets et les Rockets continuent de drafter des joueurs que certaines franchises, on va dire, pourraient être récalcitrantes de drafter. On sait que Tari Eason, il y a eu quelques problèmes du côté de LSU l'an dernier, enfin, il y a de ça 2 ans, juste avant sa draft. En même temps, il fallait voir le bordel, excusez-moi l'expression, mais le bordel qu'était LSU, l'année de Tari Eason. Donc voilà, Cam Whitmore se développe bien. On va voir si on est sur un joueur qui va développer autre chose que des capacités de scoring et de trou noir. Mais c'est quand même un vrai rayon de soleil du côté des Rockets. C'est un joueur qui a un apport très intéressant pour un joueur que tu draftais. C'est un peu un pic à la Michael Porter Jr., par exemple. En plus, c'est bien parce Mmh. que les deux sont des Je trous pensais à noirs. ça aussi. Les 2 sont des trous noirs en attaque en plus. C'est que, tu les prends, beaucoup plus bas que ce que le consensus global les avait pris, en disant, «C'est un gamble complet, ça ne coûte rien de le sélectionner» et finalement tu te retrouves avec une bonne plus-value. Alors est-ce qu'il deviendra du niveau de Michael Porter Jr? Je lui souhaite, mais en tout cas, les prémices sont très intéressantes.
C'est intéressant et je pense que, juste pour conclure rapidement, je sais qu'il faut qu'on aborde d'autres rookies, mais au moins, sa place en NBA, je pense qu'en sortie de banc, il y aura toujours moyen de lui trouver une bonne place. Et ça, au moins, c'est sûr, c'est un joueur NBA et il trouvera sa place en rotation en sortie de banc à minima. On est d'accord tous c'est un profil assez simple finalement à définir, ce Cam Whitmore et j'ai pensé à la même chose que toi, Michael Porter Jr. tout de suite. Il y a ce côté-là en tout cas qui revient forcément Mmh. et du coup, c'est un joueur qui va plaire à Madiane on connaît l'appétence qu'a Madiane Non, pour MPJ. c'est la beauté du shoot, moi, Michael Porter Jr. Hein. Ouais, Mmh. donc c'est un peu différent. C'est très différent. On va avancer vite et avant de l'oublier quand même, on va citer un joueur qui est un peu plus justement dans la lutte pour cette troisième place, qu'il l'a été en tout cas, et dont on a beaucoup parlé en tout début de saison. On va parler de Jaime Jaquez du Miami Heat, un joueur un peu bon à tout faire. On a vu faire des très bonnes choses en début de saison. Là, le shoot rentre un peu moins, donc on en parle un peu moins justement un peu à cause de ça. Fallait Mmh. s'y attendre à un moment donné, hein, parce que c'est un rookie, ça débute. En tout cas, on a vu beaucoup de bonnes choses. Est-ce que Madiane, ça fait longtemps, tu as parlé un petit peu sur Cam Whitmore et tu as pas beaucoup parlé, depuis un petit moment sur Jaquez? Non, bah, du coup, c'est toujours plus discret dans les équipes qui essayent de gagner des matchs. Pourquoi? Parce qu'au vu du volume de minutes qu'il joue, bah, forcément, les responsabilités sont bien moindres. Donc, ce qui est bien, c'est que ça le fait pas baisser en efficacité. Le truc qui est un peu gênant, mais ben, forcément, il y a une bonne base, mais il faudra qu'il fasse mieux. C'est peut-être au niveau de son shoot à 3 points où je pensais que ce serait plus simple pour lui de transitionner, surtout dans un collectif tel que celui du Heat, et c'est un peu plus décevant. Mais par contre, effectivement, il arrive à trouver sa place et je pense que c'est plus simple pour ce type de profil de s'intégrer dans une équipe comme le Heat. Je pense qu'il aurait été peut-être moins bien, dans des contextes, on va imaginer par exemple celui des Spurs. Je pense que ça aurait pas été fait pour lui et je trouve qu'il y a aussi un bon fit avec la franchise en termes de responsabilité donc non, mais bonne pioche et puis surtout, ben, comme c'est le Heat, on sait qu'ils nous en feront un zombie, d'ici quelques temps. La Il y a le chute côté un d'adresse, c'est quand même terrible. Chute Oui, d'adresse, ces c'est derniers temps, c'est terrible. ça qui est dur. Ouais, C'est-à-dire ouais. que depuis qu'on a fait la FAQ de Noël, il est quand même à 23 à 3 points sur 3 tentatives, hein. Ça fait 2 mois, hein, Oui, la FAQ de Noël, hein. Ça commence à piquer un peu. Alors, il a loupé quelques matchs fin janvier. Je trouve qu'il est moins impactant, en fait. On en avait parlé, il me semble, quand on avait fait la FAQ de Noël, où on disait: «Ou le tir à 3 points, ça va pas tenir», mais c'est un joueur quand même qui a suffisamment de qualité pour survivre à une baisse d'efficacité. Il est quand même beaucoup moins valuable quand il est à 23 à 3 points que quand il est à 39. Je trouve que c'est un joueur qui a quand même 31 minutes. Il y a peu de rookies, en fait, qui jouent plus que lui, en termes de minutes. Peut-être Brandon Miller, sinon, Chet joue moins, Victor joue moins. En fait, c'est quasiment faudrait regarder exactement, mais non, parce que Chet a joué tous les matchs, mais en termes de minutes jouées, il doit être sûrement dans le top 5 des rookies qui ont joué le plus de minutes cette saison. Et je trouve qu'il y a un manque d'impact du côté du Heat, ces derniers temps qui se fait ressentir. Aussi parce que, il y a le retour des blessés, donc forcément, il faut un peu plus partager la gonfle. Il y a quelques bonnes performances quand même, on va pas non plus, être médisant en disant que ça fait 2 mois qu'il fait rien, mais la baisse d'efficacité, en tout cas la baisse d'efficacité à 3 points le rend un peu moins brillant et le fait d'avoir le retour des blessés, notamment, le retour de Jimmy Butler, tout le monde qui revient un petit peu, du côté du Heat pour avoir enfin un groupe au complet, fait que, il est beaucoup moins impliqué, je trouve, dans le jeu offensif du Heat et dans le jeu collectif. Mais c'est surtout depuis son absence, enfin, il avait déjà mal démarré et ça allait déjà moins bien, mais en plus depuis, la petite absence qu'il a eue fin janvier, c'est là où je me suis posé la question de est-ce que physiquement il est vraiment apte? Parce que autant ça commence à chuter, il fait sa petite absence, mais depuis son absence, c'est même pire parce que je sais plus quel pourcentage tu as défini, mais là depuis son retour d'absence, ouais, c'est famélique, son efficacité derrière la ligne. Mmh. Après l'idée avec Raquez, je pense, c'est que même si effectivement, quand il shoot moins bien, il devient beaucoup moins intéressant, forcément.
ça va pas continuer à shooter aussi mal, j'imagine, vu le premier échantillon qu'on a vu et du coup, le côté plug and play un peu, capable de tout bien faire, hein, intelligent en Mmh. défense, connecteur, capable de un peu tout bien faire. Ça il a ça lui, je pense qu'on peut sans trop peu de prendre de risques, dire qu'il a sa place en NBA pour a assez longtemps. Oui, c'est un ailier Heu, en 18, hein, c'est pas non mmh, plus, c'est Oui, c'est puis déjà très bien. même quand il est peu d'adroit, c'est un joueur qui commet quand même peu d'erreurs. C'est-à-dire qu'un tir manqué, c'est pas une erreur pour moi. c'est ça. On est d'accord. Pour avancer vite, pour parler de nos chouchous, je vais vous citer un petit peu, les autres joueurs qu'on n'a pas encore cités, p si vous voulez en parler rapidement. On voulait parler de J.J. Jackson, hein, un petit peu, le seul vainqueur de la période catastrophique à Memphis, même s'il y a Et aussi Vince Vince Williams. Williams, mais oui, oui, tout à fait. Jordan Hawkins, que certains aimeraient voir plus du côté de New Orleans. Tracy Mmh. Jackson Davis, révélation du côté de Golden State et Toumani Camara pour en revenir encore à un spécialiste défensif. Est-ce que vous voulez parler de quelqu'un en particulier parmi ces 4-là? Non, bah, après, il y a encore, enfin, c'est incroyable que les Warriors aient pu drafter Trey Jackson Davis, 55 il me semble. Ou alors il est même pas drafté, oh je sais plus. Mais, en tout cas, il est drafté beaucoup plus bas que, son Ah apport bah, réel sur le parquet. Alors après c'est, on va dire qu'il est moins, non 57, c'est ça. 57 pick de la draft, 2023, c'est l'avant-dernier pick. Il joue moins, ces derniers temps du côté de Golden State, aussi parce que voilà, il y a le retour de suspension de Draymond, ils ont changé un petit peu, enfin Steve Kerr a un peu changé les 5 majeurs, donc ils se retrouvent un petit peu délaissés, on va dire, au niveau de la rotation, mais c'était intéressant. Après, voilà, j'ai pas grand-chose à dire, hormis le fait qu'effectivement Jordan Hawkins est quand même un joueur intéressant à mettre quand tu as Zion Williamson, sur le parquet en même temps que toi, et Gigi Jackson qui a un peu la belle histoire parce que voilà, je vais pas faire dans le storytelling, je suis pas The Great Review, mais c'est un joueur il est de décembre 2004 et de décembre 2004, c'est un joueur extrêmement jeune, c'était le joueur le plus, enfin, c'est toujours le joueur le plus jeune de NBA qui a fait une saison qui était vraiment pas facile du côté de sa fac, j'ai oublié le nom de sa fac, excusez-moi, mais où beaucoup lui conseillaient de faire South une, Carolina. voilà, South Carolina, où beaucoup lui conseillaient de faire une année supplémentaire et finalement il a décidé de faire le grand saut. Memphis en plus qui draft pas souvent des joueurs très bruts comme ça au second tour. Vous regardez l'historique de draft de Memphis, c'est du David Roddy, c'est des joueurs plutôt vieux justement qui ont fait leur classe en NCAA et là ils partent sur ce profil-là. Bah, ça tombe bien, c'est la saison où Memphis ne joue absolument rien avec l'infirmerie, donc il peut se développer et il le signe à 4 ans sur un contrat très team friendly. Donc encore une fois, Memphis qui, malgré les absences, malgré, les blessures, et bah, a quand même du positif à tirer cette saison avec Vince Williams et Jil Jackson qui finalement compensent très bien le départ de Dillon Brooks, j'ai envie de dire, et qui pèsent moins dans la masse salariale. Madia, tu as quelque chose à dire un petit peu sur les joueurs qu'on a cités? Non, mais sur J.J. Jackson, en fait, ça me fait beaucoup penser, à ce que peut faire Memphis là et je pense que ça leur servira à ce qu'ont pu faire les Warriors, une année où effectivement il y avait personne, pas de Curry, pas de Clay et en fait, enfin pareil Draymond, qui a très peu joué et du coup, ben, ils s'en ont profité pour développer, des petits Eric joueurs comme Paschall. ça voilà, mais qui ont servi derrière. Et ça, c'est super intéressant pour pas cette saison de Memphis. C'est que du coup, pour la saison prochaine, c'est typiquement le genre de profil que tu vas retrouver dans les rotations moins responsabilisés. Mais comme tu as pu les utiliser, tu as pu les former, tu as pu les développer, eh ben ça te servira quand ton infirmerie sera moins vide qu'actuellement. Ce sera pas compliqué à faire de toute façon de faire moins vide côté Memphis l'an prochain. Oui, puis, J.J. Jackson en termes de trou noir aussi, hein, on est pareil, hein, parce que Ah oui. 447 minutes, 18 passes décisives, hein. Mais après voilà, c'est un profil hyper polyvalent, c'est-à-dire que, enfin, tu peux le mettre l'an prochain en scoreur explosif, un peu pyromane en sortie de banc, du côté de Memphis, Mmh. surtout qu'ils auront un personnel, hormis si l'effectif bouge vraiment l'été prochain, plutôt défensif sur le banc, on va dire. Et quand on voit que Ziaire Williams ne répond pas forcément aux attentes qu'il pouvait y avoir, bah, tu te dis qu'il peut avoir le rôle qui était un peu promis, on va dire, à Ziaire Williams au moment de sa draft. Voilà, on a fait un gros tour d'horizon. Si vous avez deviné que, on n'a pas ce joueur dans nos chouchous, vous aurez remarqué qu'on n'a pas parlé du numéro 3 de la dernière draft, qui s'appelle Scoot Anderson. Les Mmh. gars, saison compliquée
saison compliquée, mais il faut en parler. Il faut parler de Scoot Anderson. Il faut aussi parler de choses pour lesquelles ce n'est pas de sa faute si c'est compliqué, mais il faut parler de certaines choses pour lesquelles c'est un peu difficile. Je vous laisse parler, je parlerai après. Ouais. Constant ou Madiane, allez-y, comme vous voulez. Non, mais sur Scoot, alors, je me souviens du moment de la draft où effectivement, Miller devant Scoot avait fait débat, lors de la draft. Je demande à tout le monde du coup de rediscuter ce point parce que, au vu de la shitstorm qu'il y a pu avoir parfois chez certains, voilà, il faut pas s'emballer. On peut pas savoir avant d'avoir commencé en NBA. Je pense que déjà, il est handicapé par des problèmes physiques aussi et que ça l'aide pas, mais aussi, le contexte est, un contexte où, là où au début on s'était dit: «Tiens, peut-être qu'il va rester Damian Lillard, à côté et du coup il pourra faire ses minutes tranquillement, face au banc», bah là, il a beaucoup trop de responsabilités pour commencer. Il passe dans le grand bain avec en plus une formation dont on peut rediscuter, avec du coup la G League Ignite. Moi, j'ai presque de la peine pour lui parce que je pense qu'il a beaucoup de confiance. Je pense pas qu'il ait perdu ses qualités, mais qu'en fait, il n'arrive pas à s'adapter et qu'en plus, le contexte de Portland fait qu'on lui donne, vraiment beaucoup trop à porter, d'entrée de jeu et du coup, il n'arrive pas à s'y faire. Je serais un peu plus, Cassant? non, 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 justement l'inverse, je serais un peu Positif, je plus, pense. je lui donnerais un peu plus de Je trouve circonstances atténuantes sur Scoot. je suis soft, je trouve, Oui, non, mais c'est-à-dire que, en fait, moi, je faisais partie de ceux pour qui il n'y avait pas de débat. Scoot devait être choisi devant Brandon Miller. Je continue de penser ça parce que je pense que malgré le fait que Brandon Miller fasse une meilleure saison rookie, je continue de croire que le plafond de Scoot Anderson est largement supérieur au plafond de Brandon Miller. Après, voilà, ça se confirme pas. Il est beaucoup plus brut que ce que je pensais qu'il allait être, par exemple. Ça, c'est un truc sur lequel je me suis trompé. Il est beaucoup plus brut. Cependant, je mettrais 2-3 circonstances atténuantes. Déjà, c'est que son efficacité, même si elle est toujours pas bonne, elle augmente au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire que voilà, il est toujours au niveau de l'EFG, écoutez le précédent épisode pour que je vous explique l'EFG, ceux qui savent pas, je vais pas le répéter à chaque fois. Mais au niveau de l'EFG, voilà, il est toujours à 5 ou 6 de moins que, la moyenne de son poste, mais c'est quand même en augmentation sur la majeure partie de la saison. La courbe, elle fait ça à peu près, donc voilà, ça grimpe. Il y a eu des blessures en début de saison. Le contexte collectif de Portland n'est quand même pas terrible. Il faut être honnête, c'est-à-dire que Portland, c'est une des plus mauvaises attaques de NBA. Tout le monde joue un petit peu pour sa tronche, hein, sans vouloir manquer de respect à Portland, mais Jeremy Grant fait des bonnes perfs, mais ça joue un peu pour lui. Anthony Simon joue un peu pour lui. Il y a des blessures avec le cas Malcolm Brogdon, Shaedon Sharpe qui va être absent quasiment d'ici la fin de saison, qui est un vrai rayon de soleil sur la saison de Portland. Et voilà, on pourra parler potentiellement de l'Ignite et du fait que ça a été un échec relativement colossal, puisqu'il y a quasiment rien de bon qui est sorti de l'Ignite finalement. Quand vous regardez les Jalen Green, quand vous regardez les Scoot Anderson, en tout cas, aucun joueur qui, en choisissant l'Ignite, n'a augmenté sa valeur au niveau de la draft. Ils ont quasiment tous baissé. Jonathan Kuminga, Jaden Hardy, voilà, plus cette année, le fait que Il ce y soit a l'une des pires équipes de G-League depuis 20 ans, c'est très difficile. peut-être que Dyson Daniels qui a augmenté sa valeur un petit peu en Ignite. Un peu. Ouais, et encore, parce que le profil est radicalement différent. On est plus sur un Ouais. profil défensif. Mais voilà, il y avait des Isaiah Todd qui sont des profils qui étaient passés du côté de l'Ignite, etc. Donc, il y aurait tout un truc à dire sur l'Ignite qui n'est pas le propos. Mais je trouve que, en fait, Scott Anderson, tout est encore possible pour lui. C'est-à-dire que il est à la croisée des chemins entre Russell Westbrook et Dennis Smith Jr. C'est-à-dire que c'est très difficile. On sous-estime quand même le fait que c'est très difficile pour des profils comme celui de Scoot Anderson, qui sont des profils très athlétiques, très bruts, d'être efficaces sur une première saison à 26% d'usage. C'est très rare, en fait, les guards qui sont efficaces avec ce profil-là, hein, avec autant de volume, avec autant de qualité athlétique, qui jouent autant sur leur capacité physique d'être aussi bons et d'être aussi efficaces en première année. Donc, je lui laisserai un peu de temps. Il y a des choses qu'il va devoir corriger. Mais le tir, même si les pourcentages sont pas là, je trouve que c'est en augmentation et il n'a pas peur de les prendre. Donc,
je jetterai pas tout à la poubelle sur la saison rookie de Scoot. Non, et sur la qualité de tir, très rapidement, moi je dis toujours l'un des indices forts sur la qualité de tir, moi je regarde toujours qu'est-ce qui se passe au lancer franc. Et là où au début c'était plus compliqué, là quand même sur 2024 il est à 80% sur la ligne, et ça va être très important parce que comme il est physique, il va réussir, je pense quand même à terme à pouvoir tirer de plus en plus de fautes. Donc là, s'il maintient 80% et même sur les 10 derniers matchs, il est même au-delà, il est pas loin de 90. Enfin, en tout cas, la qualité de tir, le matériel brut du tir est là. Donc ça demande finalement qu'à éclore. Mais va falloir bosser. Puis il y a quelque chose qui se prend aussi et on pourrait revenir encore sur l'Ignite, l'Ignite était censé apporter quelque chose de supérieur au niveau justement physique par rapport à la NCAA avec des vétérans qui défendent et tout et finalement, ce qu'on peut observer, c'est que l'accès à la raquette de Scoot Anderson est beaucoup plus difficile en NBA et qu'il s'entête un peu là-dedans parce qu'il pense être prêt et qu'il va falloir du temps pour, malgré son profil physique très impressionnant, il va falloir du temps pour que ça soit de plus en plus efficace et avec des meilleurs choix, forcément. À Je pense qu'on a 74 ouais. sur 161 au cercle. Il a Mmh. 46%. C'est-à-dire que c'est aussi un truc qu'il partage avec son compagnon de l'Ignite, Jalen Green, c'est que tu as des profils athlétiques, uber athlétiques, mais qui n'arrivent pas à résister au contact ou à finir près du cercle. Et ça, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu et qu'il va falloir surveiller. Tout à fait. Et maintenant, on va pouvoir passer justement à vos chouchous. Donc, si vous avez suivi un peu tout l'épisode, je pense qu'on a cité tellement tout le monde que vous devez vous douter des 3 qui restent, je pense. Donc, Madiane, dis-nous en premier ton chouchou de cette cuvée de rookie. Bon, moi, du coup, c'est monsieur Brandin Podziemski, venant de Santa Clara. Un petit coucou à Alan au passage. J'espère que tu seras content que je le prête. Pourquoi? Parce que, au-delà du joueur, hein, parce que on en a entendu parler. Du coup, c'est l'un des rares rookies de cette année, au-delà de Victor, que je regardais en amont de la draft parce que, bah, au vu de là où il était. Et quand j'ai vu que le pic était 19 et Warriors, je me suis dit, ah les enfoirés, c'est le fit parfait en termes de franchise à mes yeux. Pourquoi? Parce que c'est un joueur extrêmement intelligent, il sait shooter, il est tout le temps en mouvement, bon sens de la passe. Et en fait, je regardais un peu ce qu'on disait de lui et il y a une phrase qui m'a marqué dans un article, c'est le Draymond Green de son poste. Et j'aime bien cette capacité à faire tous les petits trucs un peu intelligents, un peu utiles dans l'équipe. En plus, on voit que dans l'actualité, les Warriors sentent qu'ils ont quelque chose de bien parce qu'ils ont commencé à bencher Monsieur Klay Thompson. Du coup, et ils commencent à se dire qu'effectivement, ils tiennent quelqu'un qui leur servira. Et moi, j'adore tous les trucs. Et ses moves aussi, c'est-à-dire les spins quand il arrive dans la peinture, moi, j'adore. Sur les rebonds, ça, c'est quand même une particularité. Au vu de sa taille, c'est pas un joueur extrêmement athlétique, mais sur les rebonds, c'est par son intelligence qu'il réussit à faire des belles choses. Il a quand même une détente OK, mais du coup, c'est surtout par son placement. Même sur les passes, des fois, il a des très bons angles de passe où c'est des choses qu'il réussit à voir sur le terrain qui sont quand même de la vision de jeu très avancée, surtout pour un rookie. Donc, moi, on m'en avait dit beaucoup de bien. Oui, clairement, oui, c'est pour moi, je m'en doutais, mais c'est confirmé, c'est un excellent joueur de basket. Très bien. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Constant, qu'est-ce que tu as à dire sur Non, Pods? non, non, on va pas non plus faire 2000 ans, mais on est à Santa Clara, ils forment des bons joueurs de basket, hein. Ça, c'est et Ça, Ah, t'en as des un. jou non, mais non, mais Jalen Williams, c'est pas pareil parce qu'on est sur un potentiel All-Star, enfin voilà, c'est pas Pods, mais c'est des bons fondamentaux de basket. mmh, Des bons joueurs de fondamentaux. Et Pods, là aussi, il fait très peu d'erreurs. C'est un joueur extrêmement plug and play. Donc voilà,
il va pas non plus. C'est pas celui qui a le plafond le plus élevé. Par contre, en termes de fondamentaux et de joueurs que tu peux insérer à peu près avec n'importe qui dans un 5 majeur, il marche très bien. Donc voilà, j'avais parlé de trou noir pour Cam Whitmore, j'avais parlé de trou noir pour Dee Jackson. Là, on est sur un joueur qui a des vraies bonnes lectures. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant, plus la capacité de tir. On va enchaîner tout de suite avec ton chouchou, Constant. Ouais, bah, c'est mon chouchou. Mon chouchou, c'est Chet Holmgren, T'en as plein. Ouais, puis il y en a plein que j'aime bien. J'aime bien Jordan Hawkins. Enfin, ouais, moi, j'aime bien les rookies. En attendant, Rich Shepard, si vous connaissez pas, auditeur de Dunk Hebdo, je vous invite à regarder Rich Shepard. Vous verrez ce que c'est l'an prochain, je pense. Non, mais je voulais parler de Keyonte George parce que lui, pour le coup, au moment de sa draft, Monsieur Alain Guillou de Santa Clara, on avait un peu parlé, on avait un peu discuté en off avant la draft où je disais, moi, j'étais pas très chaud. Les profils comme ça de guard qui sont pas forcément très bons au playmaking, qui sont pas forcément très efficaces sur leur saison NCAA. Il me semble que c'est un prospect issu de Baylor, tout à fait. Donc, j'étais un peu sceptique. Il avait fait une bonne Summer League, enfin un bon match de Summer League ou 2 bons matchs de Summer League avant de se faire la cheville. Et finalement, du côté de Utah, il est bien rentré dans le collectif. Alors, il défend pas, hein. Bon, ça, c'est un truc on a parlé de bons défenseurs là tout au long de l'épisode. Lui, pour le coup, on est vraiment sur ce guard qui défensivement ne défend pas, qui fait assez peu d'efforts, qui est assez peu concentré off-ball. En même temps, j'ai envie de dire comme la quasi-intégralité du Jazz, hormis Chris Dunn, hein, parce que et Walker Kessler dans un registre très différent, mais le Jazz, que ce soit l'an dernier ou cette année, ça défend pas des masses. Et je trouve que même s'il n'y a pas l'efficacité, même si au niveau du playmaking, il n'y a pas non plus beaucoup de flash, on va dire. C'est un passeur pour moi assez classique qui n'a pas des lectures dingues, mais je le trouve plus propre que ce que j'aurais imaginé. Au niveau du tir, il y a quelques flashs, il n'y a pas non plus une efficacité délirante, mais il y a du volume à 3 points. Il y a quand même quelques séquences où il ne va pas hésiter à agresser le cercle, il arrive à provoquer 2-3 lancers si on prend son ratio de tir et de lancer franc tenté. Donc il y a plein de bonnes choses du côté de Keyonte George, plein de choses qui demandent à se développer et qui peuvent se débloquer sur la seconde partie de saison, étant donné que le Jazz, encore une fois, a décidé un petit peu de balancer, on va dire, la seconde partie de saison, en tout cas le dernier tiers de la saison après la trade deadline, parce que leurs 4 matchs post-trade deadline en termes d'investissement, notamment défensif, sont vraiment pas terribles. Donc, il va avoir pas mal de temps de jeu sur la seconde partie de saison. Il va peut-être passer titulaire, ce qu'il était sur les 3 derniers matchs, avec le départ de Fontecchio. Donc, je ne suis pas surpris si on voit quelques cartons offensifs de Keyonte George sur le dernier tiers de la saison. Et je trouve qu'on est sur un joueur quand même qui sent bon le bon guard de NBA. Un profil très intéressant, scoreur, un petit peu de playmaking, dans la veine de ce qu'on peut avoir. Allez, la comparaison va paraître bizarre quand on voit ce que le joueur est devenu. Mais pour moi, ça peut être un profil à la Jordan Poole, c'est-à-dire, mais pas Jordan Poole de cette Je année, vois hein. ce que tu veux dire. Jordan Poole, il y a de ça, allez, l'an dernier, c'est-à-dire un guard Oui. aux alentours des 20 points de moyenne avec un petit peu de playmaking, du tir extérieur et la capacité à aller chercher quand même des lancers. Keyonte George, l'avantage un peu qu'il a, pour le mettre en parallèle justement avec un autre guard dont tu as parlé, c'est ce que tu connais bien, c'est Kayson, c'est Keyonte George, il se voit plus. Oui. Justement, on a tendance à le voir un peu plus et pas pour rien parce que c'est aussi des choses positives, mais disons qu'il est plus flashy. Mmh. Madiane, tu en penses quoi toi de Keyonte? Bah, je pense qu'il est quand même aussi bien tombé à Utah parce que, mine de rien, il y a de la qualité autour de lui, donc ça permet aussi de limiter ses éventuels, déchets parce que mine de rien, je pense que c'est typiquement le joueur où si tu le laisses, trop facilement, enfin dans des contextes plus difficiles, il peut vite partir en cacahuète au niveau des choix et c'est, je pense, là où il va pouvoir s'améliorer. Au niveau de ses pourcentages, ça va être au niveau de ses choix, de qu'est-ce qu'il peut prendre comme tir et qu'est-ce qu'il peut se permettre de faire. Je trouve que c'est là-dedans où il pêche le plus. Mais après, oui, niveau développement, on a un joueur NBA, je pense, quelque chose qui pourra se développer à Utah. On verra la fin de saison à la loupe parce que là, je pense que c'est le moment où il va être plus responsabilisé et c'est là où je pense que j'ai une réserve, c'est justement dans ce contexte-là, où on le responsabilise plus. Si Utah décide un peu de entre guillemets «balancer la saison», heu, moi, ce qui me fait peur, c'est que déjà que les choix étaient parfois douteux, avec plus de responsabilités, la fatigue,
le fait de jouer plus souvent contre des titulaires, est-ce qu'on n'a pas un risque qui se grille quand on donne un costume trop gros à un joueur? Justement, on parlait de Jordan Poole, quand on donne un costume trop grand à ces joueurs, et ça, c'est un peu ma crainte sur Keyonte George. Très bien, très bien. On va passer à mon chouchou. Alors moi, je vais faire un petit mea culpa justement. C'est pas un mea culpa envers le joueur, mais en pré-saison, lorsqu'on a appris que Jason Kidd, donc le coach des Dallas Mavericks, allait mettre, Derek Lively comme titulaire au poste de pivot, j'étais très inquiet. Déjà parce que je n'ai pas confiance en Jason Kidd, mais aussi parce qu'un pivot rookie titulaire qui n'est pas une superstar comme les Chet ou enfin superstar des rookies, on va dire comme les Chet ou Wemby, ça m'inquiétait beaucoup et justement, j'ai envie de mettre du crédit sur ce qu'a apporté jusqu'à maintenant Derek Lively, c'est-à-dire qu'en saison de rookie, être déjà un titulaire, un pivot titulaire NBA. Et ça s'est vu justement lorsqu'il a été absent aussi, que Dallas tournait moins bien, que effectivement, quand tu es pivot, c'est toujours mieux d'avoir Luka Doncic en meneur de jeu et que ça t'aide vraiment beaucoup. Néanmoins, on a vu un Derek Lively qui s'est imposé cette saison comme un pivot titulaire NBA. Et pour un rookie, c'est vraiment, moi je trouve impressionnant quand on voit des pivots de qualité qui mettent parfois beaucoup de temps à s'affirmer et à devenir des joueurs de NBA. Donc là, on est sur un joueur qui est intéressant en attaque parce que Luka Doncic et que ça marche très très bien entre les deux et que c'est ce dont a besoin Doncic, mais aussi un bon joueur défensivement, un bon protecteur de cercle, plutôt bon au rebond. Donc moi voilà, j'en profite un peu pour faire un mea culpa, mais on parle d'un vrai bon joueur de cette QV et dans tous ces dans une cuvée cuvée de rookie, pas de draft, mais dans une cuvée où tu as déjà deux pivots extraordinaires, c'est difficile de sortir son épingle du jeu et pourtant Derek Lively l'a fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez du joueur. Oui, il est un peu dans cette veine. Si on prend la draft 2022, par exemple, il est un peu dans la veine Jalen Duren, Mark Williams, de ces profils de joueurs très athlétiques qui finalement arrivent plutôt bien à s'intégrer en NBA dès leur début. Alors, à des degrés moindres, hein, parce que Jalen Duren a beaucoup plus une palette offensive plus large que Derek Lively. En même temps, c'est pas très difficile d'avoir une palette offensive plus large que Derek Lively, même s'il y a 2-3 bouts de tir à 1 ou 2 mètres, allez, à 1 mètre du panier, on va dire. Il y a 2-3 moves qui peuvent être intéressants, des espèces de petits hooks ou pas de hooks, mais des push shots. En tout cas, c'est pas que des dunks. Mais il est important, voire même essentiel dans ce collectif de Dallas, parce que si vous prenez les ratings avec lui et Luka Doncic, lorsque les deux sont sur le parquet en même temps, le net rating des Mavs est de 8,69. C'est un très bon net rating. Lorsque Derek Lively est sur le banc et que Luka Doncic est sur le parquet, sur les matchs qu'a joué Derek Lively, hein, parce que sinon ça compte pas, le net rating des Mavs est de moins 8,57, c'est quasiment l'inverse. Vous mettez un petit moins devant, avec une défense qui s'écroule. Donc on va voir comment ça va se passer avec les trades qui ont été faits à la deadline, avec Daniel Gafford, avec PJ Washington. Je pense que Derek Lively restera malgré tout le titulaire, mais peut-être qu'il aura moins de responsabilités. Mais effectivement, j'étais comme toi. Il me semble qu'on avait fait l'épisode prévu ensemble, Amine, lorsqu'on avait parlé des Mavs. J'étais plutôt sceptique sur Derek Lively et finalement, il montre de bonnes choses défensivement. Il est loin de prendre l'eau et en attaque, bon, voilà, il a Luka Doncic, mais je trouve qu'il arrive quand même à, malgré le fait qu'il y ait Luka Doncic, il arrive d'une part à imposer ses capacités athlétiques sur certains pivots, même si voilà, c'est un prospect qui a beaucoup plus de capacités athlétiques qu'un Chet par exemple, donc c'est beaucoup plus simple de faire parler son physique. Il arrive quand même à le faire, et je trouve que c'est un joueur quand même intelligent qui n'est pas juste un baobab qui attrape les lobes envoyés par Luka. C'est un bon poseur d'écran, et même au niveau de sa verticalité, voilà, un joueur comme Chet Holmgren, par exemple, a beau faire 2,16 m, c'est pas toujours le mieux placé pour recevoir les lobes. Là où Derek Lively, je trouve que sa science du placement pour recevoir les lobes et pour être dans le dunk spot est quelque chose auquel je m'attendais pas forcément à ce niveau-là. Et en plus, je trouve que justement, comme il a beaucoup d'attributs physiques à faire valoir, on aurait pu s'attendre, par exemple, à ce qu'il ait beaucoup plus de problèmes de faute que ce qu'il a là. Oui. Et ça, c'est pour moi, ça c'est un excellent signe défensivement. C'est que je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe. C'est loin d'être le cas. Alors oui, il fait des fautes, ce qui est logique parce qu'il a plus besoin de s'imposer. C'est pas un alien, enfin c'est un alien physique évidemment, mais c'est pas le même genre d'alien physique que les deux autres.
Et du coup, non, là-dessus, il est propre et défensivement, c'est ça qui lui donnera une carrière parce que finalement, tu le mettras avec un guard fort. On voit bien qu'il arrivera à donner le minimum requis pour un pivot. Et par contre, défensivement, là ça, c'est des très bons indicateurs et c'était assez inattendu finalement dans cette QV. Ouais, t'as raison de noter le côté faute, justement, parce qu'on en a vu avant, hein, aujourd'hui des joueurs qui sont de très bons pivots NBA. Je pense à Mitchell Robinson sur sa première saison, par exemple, sur Onyeka un Okongwu. Okongwu, Jaren Jackson. Les premières saisons sont difficiles à cause des fautes, hein. Ils sont tout de suite limités en minutes à cause de ça. Donc là, on est sur un joueur qui est déjà assez intelligent pour ne pas trop en faire et tout. Donc ça, c'est très positif. Bon, on est sur un joueur qui sera probablement pas une superstar, mais néanmoins, un pivot titulaire NBA, c'est déjà très très bien et ça semble déjà l'être. Donc vraiment bravo à lui. Du coup, on va pas tarder à terminer. Et moi, j'avais deux petites questions comme ça pour vous juste avant de terminer. C'est des petites questions. C'est évidemment des questions auxquelles on répond, mais on va forcément avoir tort. C'est un peu du prono. D'après vous, déjà, combien de All-Star va-t-il y avoir dans cette QV? Là, il y a de la marge. C'est dur, hein. Regarde, All-Star, c'est dur d'être All-Star, hein. On le voit, hein, cette année, hein. Combien de sûrs? Il y en a sûr, un. il y en a Un seul? un. Un seul de sûr? Bah, sûr. J'ai tendance à Oui. dire deux. J'ai tendance à Non. dire deux. Allez, 2. En fait, il y en a un, je mets ma maison dessus. Oui, ça, c'est Non, évident. mais il y en Mais a moi, un, j'ai tendance à dire deux. il le sera l'an prochain, probablement. Donc, hormis blessure, hein. Mais le deuxième, il peut l'être. Mais c'est-à-dire que il y a de la concurrence quand même. Parce que du coup, les All-Stars, il n'y a plus les centers, hein, c'est les forwards, hein. Donc, il Oui, c'est sera vrai. en concurrence avec des ailiers et des ailiers forts, hein. Il sera en concurrence aussi avec un autre de ses coéquipiers. Donc, je parle de Chet Et il est à Holmgren, la hein. et il est à la conférence. Il en est dans la conférence conférence Ouest. C'est-à-dire que, non, pour C'est moi, il y en a peut-être. Allez, je pense que Chet Holmgren sera All-Star un jour, quand même, malgré tout. Saison rookie, t'es en 16 points, 7 rebonds, plus de la défense élite. Je pense qu'il le sera au moins une fois si OKC venait à être dans les hauteurs de la conférence Ouest. Après, voilà, c'est très difficile d'être All-Star dans la conf Ouest. Peut-être que, voilà, avec potentiellement des mouvements qu'il pourrait y avoir, peut-être avec des retraites, la retraite de Kevin Durant, la retraite de LeBron James, qui sont pas des trucs qui sont encore, enfin, qui vont arriver, mais qui arriveront d'ici, allez, 3 ans. Bah, peut-être que Chet Holmgren sera All-Star. Je pense que Brandon Miller a une tête de All-Star. aussi, je suis d'accord. Oui. Pour moi, ouais, il y a une tête de All-Star. Ouais, sur la QV de rookie, pour moi, il y en a 3 qui peuvent être All-Star. Enfin, 3 qui seront All-Star. Allez, Et 3 qui seront All-Star. et moi, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec ce côté 3. Et point d'interrogation, Scoot. Parce que Scoot, si ça devient le joueur qui doit devenir, ça doit être un All-Star aussi. Ouais, mais Ouais, pour moi, 3 sûrs plus 1, on attend de voir quand même. Voilà. j'ai plus les données. Je me souviens on avait fait un épisode avec Ben qui avait sorti la classe de draft moyenne. Mais 3, il me semble que c'est dans la moyenne des classes de draft. J'ai pas réussi à retrouver le chiffre en live. Entre 2 et 3, il me semble. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un potentiel. Je trouve que la QV est bonne. Et je pense qu'elle a surtout produit beaucoup de joueurs NBA qui vont rester longtemps. Ça c'est une bonne QV de draft pour ça. Et après, dans les pics, je pense, oui, on pourra en avoir 4 maximum. Je serais surpris qu'on dépasse 4, en tout cas. Oui, je suis assez Il y en a, d'accord avec toi. meilleur des cas, il y en a 4. Au-delà, ce serait surprenant vu de ce qu'on se dit et de ce qu'on voit. Et on a beaucoup parlé aussi du côté beaucoup de bons joueurs défensivement. Donc la question subsidiaire, vous la voyez venir. T'as combien de Combien deploys? de all defense? Non, combien de all defense? Oh, Déjà, 2. je peux vous répondre. Il y en a deux. Pour moi, il y en a deux sur et Il y en certain. a déjà 2. Après, Il y en a peut-être un qui va l'être cette année, hein. Mm. Peut-être un qui va l'être cette année avec Chet Holmgren, ou en tout cas, enfin, moi vous me dites Chet Holmgren est dans le top 5 du Defensive Player of the Year, moi je trouve pas ça déconnant du tout, hein. non, ça l'est pas. Bien sûr. Après, All Defensive, Qui ont une mention, on pourrait en avoir 8. Hein. Qui ont des mentions, qui ont des votes, tu veux dire? Ouais, non, mais qui finissent par en avoir une dans leur carrière, tu vois, parce que aussi, il y a quand même, par exemple,
Après, déjà, il faut qu'ils aient une carrière, certains en attaque. Tu vois, Ouais, ouais. Ozar Thompson, on a tendance à se Les dire que ça Thompson, peut être un LNBA, mais il faut qu'il soit toujours en NBA, quoi. exactement. C'est ça qui fait peur. Moi, je pense que le plafond, c'est 8. Mais si tu devais être sûr et parier la maison, t'en mets 2 et 2 de base où tu es sûr de toi. Oui, Et après, à partir de là, tu te dis qu'il y en a 2-3 qui vont peut-être réussir à gratter. Donc, allez, j'en mets 5. Où je me dis, s'il y en a 5, c'est pas surprenant parce qu'il y en a 2 où on est déjà sûr de nous. Et après, le reste, ça dépendra des contextes et s'ils sont toujours là. Après, Ozar, il peut l'avoir à la Matisse Thybulle, hein. C'est-à-dire qu'en c'est vrai. attaque, sert C'est pas à vrai. grand-chose, mais par contre, il y a tellement d'activités que, en défense que, il y a tellement de stocks, hein, on va pas se mentir, hein. Ce qui est bien Matisse Thybulle pour être all defensive de l'année de suite, c'est la production statistique, que ce soit sur les interceptions, que ce Le soit sur côté les comptes. playmaker défensif, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Non, pour moi, il y en a, allez, 4. Je pense que bon, Victor Chet, c'est sur la cuvée de rookie, hein, pas sur la cuvée de draft, hein. Oui, oui, on parle des rookies. Victor Chet, c'est acquis. Je pense Facile. que je pense que Bilal Koulibaly, dans sa Oui. carrière, aura du all defensive. Et je pense que en fonction de comment ça se passe, du côté d'OKC, peut-être que Cason Wallace a un futur de all Wallace. defensive. Bah, C'est vrai que surtout, c'est surtout au vu de possible. son poste, c'est son poste qui, je pense, l'aidera à réussir à en avoir un parce que ce sera plus simple, effectivement, sur ces postes-là Je sais d'obtenir. pas si c'est beaucoup plus simple que ça, en vrai, parce qu'il y a de la concurrence sur les guards, hein, aussi, hein. Ouais, ouais. Oh, ça, D'ailleurs, ça commence, ouais. la question se posera aussi pour Ayman autant que pour Ozar, hein, même s'il est moins impressionnant défensivement. Le fait d'être sur ce poste de guard, mine de rien, s'il trouve sa place en NBA, lui aussi, il sera dans la discussion, je Oui, pense. mais comme du côté des Rockets, ils sacrifient le développement des jeunes pour Fred VanVleet C'est et vrai. Dillon Brooks, histoire de gagner 35 matchs. Bah écoute, on verra ce qu'ils feront cet été, hein, mais bon, mais peut-être, tu vois, que c'est un joueur qui, enfin, offensivement, qui profitera de l'arrivée d'un Steven Adams aussi, par exemple. Oui, tout à fait. Bon, je crois qu'on a fait un point complet. On aurait pu parler de Diop Reath, on aurait pu parler de Ricky Council, hein, que je commence à voir du côté de Philadelphie, vu qu'on a 25 joueurs absents, nous aussi, maintenant. Heu, mais Faut je pense qu'on mentionner a les fait un fantômes du premier tour. Amine, oui, c'est rapidement, vrai, c'est vrai, petite c'est vrai. mention pour les Je te laisse fantômes le du faire, premier Constant. tour. Alors, c'est le cimetière des éléphants un petit peu, pour certains malheureusement. On va commencer par celui qui joue le plus, c'est Anthony Black, qui a été titulaire sur Oh oui. certains matchs du Magic. Défensivement, là aussi, il y a de très grosses qualités. C'est juste qu'en attaque, c'est très compliqué. Mention pour Jarras Walker, qui a été transféré du côté d'Indiana Tant le soir de la attendu. draft. J'ai tant attendu. Moi, vraiment, j'étais heureux de voir les Pacers drafter Jarras Walker, qui finalement passe derrière Obi Toppin et Jalen Smith dans la rotation. Plus là, avec l'arrivée de Pascal Siakam, ça va être difficile. Les Pacers n'ont pas voulu le lâcher lors du trade de Siakam. C'est un monde qui compte quand même un petit peu sur lui. Taylor Hendricks, drafté du côté du Jazz, qui lui commence à avoir quelques minutes avec le trade de Simone Fontecchio et le départ de Kelly Olynyk au niveau des ailes, donc voir sur la seconde partie de saison. Plus Euh, prévisible pour Taylor Hendricks, pour le coup, parce qu'on voyait déjà ses ailes surchargées du côté d'Utah en début de saison. Tout à fait, tout à fait. Jett Howard, encore du côté Ouais, du Magic, qui lui n'a ça, quasiment pas c'est de ouf. minutes. Ça, c'est très difficile. Kobe Bofkin du côté d'Atlanta, qui est drafté 15e, qui a très peu de minutes aussi. Alors que Atlanta, c'est pas une équipe qui joue les finales NBA, on va dire. Et puis, mention quand même pour le fantôme des fantômes, mais c'est celui qui se voit le plus. C'est Grady Dick du côté des Raptors, que moi, j'aimais beaucoup. Et ça, on va dire que le début de saison de Grady Dick est très, 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 très difficile, que ce soit en G-League ou que ce soit sur les minutes qu'il a avec les Raptors. Et bah, il y avait du tir du côté de Kansas, et là, il n'y a plus trop de tir, il n'y a plus grand-chose. Donc, c'est des joueurs qui ont encore largement le temps de se rattraper. On va dire que leur début de carrière NBA ne débute pas sur les meilleurs auspices. Eh ben, je pense qu'on a fait vraiment là le tour complet, complet, complet des rookies. Tu as un dernier mot à dire, Madiane, peut-être? Non, à part que, mine de rien, quand on cite les fantômes de la draft, alors il y a des circonstances différentes, mais il y en a pas énormément finalement quand on regarde au final. Alors, si on l'a redrafté, je pense qu'il y aurait pas mal de choses qui bougeraient
notamment des pics qui étaient tombés aux alentours des 15-20e places qui remonteraient pas mal. Après, sinon, globalement, il n'y a pas l'air d'y avoir eu des énormes accidents industriels. Et ça c'est plutôt bon signe. Plutôt positif. Ouais. Pour C'est-à-dire cette draft. qu'il y a, pour résumer un peu cette draft, même si on a beaucoup parlé de Chet qui n'est pas dans cette draft, donc qui est un peu, Ouais, c'est un peu compliqué. associé. Néanmoins, il y a eu une énorme tête d'affiche et pourtant, quand il y a une énorme tête d'affiche, on a un peu peur pour la suite. Et là, cette fois-ci, la suite est quand même très sérieuse et on a une belle cuvée de draft, justement. Donc, plutôt positif. Je pense que ça se sera vu quand même sur tout le long de l'épisode qu'on a été plutôt positif sur ces rookies. Moi, je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire votre avis justement sur ces rookies, pourquoi pas en commentaire ou sur les avis sur Spotify. Mettez où vous voulez, nous on vous lit, il n'y a pas de souci. Sur Twitter, on vous répondra. Et nous, on revient très vite pour la suite du feuilleton NBA. Salut à tous. Tschüss.